Nous sommes dans les années 40 et on est au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale. Toute l'Europe est alliée ou entre les mains des nazis et d'Hitler. Les États-Unis veulent entrer en guerre, mais pour cela, ils doivent aussi également lancer un nouveau projet pour ainsi faire capituler l'Allemagne et pourquoi pas le Japon. Le projet Manhattan. Le but du projet Manhattan était de concevoir des armes, mais aussi des technologies autour du nucléaire, et donc de fabriquer des bombes et des armes atomiques. Mais finalement, Berlin ne sera finalement pas attaquée. Ou du moins presque pas. Elle a failli être bombardée, mais finalement ce sera les deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, qui se prendront la bombe H et peut-être Little Boy, conçue par Stanislav Ulam, qui fait partie notamment du projet Manhattan. Donc en soi, Berlin a évité de peu à la destruction. Mais cependant, après la Seconde Guerre mondiale et après la capitulation du Japon, le projet Manhattan continuera à exister, car en effet une autre utilité va être approuvée avec ce projet, c'est que si les Russes commencent en effet à embêter un peu les Américains, ils auront au moins une solution en tant que réponse, et ainsi les armes pourront encore être utiles contre les Russes. Mais en parallèle de la continuité du projet Manhattan, et aussi notamment de l'apparition du programme spatial américain, grâce à l'arrivée notamment des V2 et de Wernher von Braun, dont j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, à ce moment-là, en effet, une autre idée va en effet germer à l'intérieur de Stanislav Ulam. En effet, à cette époque-là, la toute première fusée qui allait dans l'espace, c'était la V2. V2 qui était une fusée qui propulsait une charge nucléaire. Mais il se dit, pourquoi pas ce serait la charge nucléaire qui propulserait la fusée? Et donc, il a tout simplement eu l'idée de concevoir un moteur nucléaire. Et ainsi, il ira ainsi rejoindre l'entreprise General Atomics et finira par quitter le projet Manhattan, puisque, étant pas fier en effet d'avoir conçu une bombe qui en effet décimé des tonnes de personnes, il finira par quitter le projet. Et ainsi, il va en effet avoir l'idée et mettra le plan sur la table de concevoir un moteur fusée nucléaire. Et c'est ainsi que naît le projet Orion. Mais avant d'aller plus loin et ainsi continuer l'histoire de Stanislav Ulam, on va commencer tout d'abord par en effet faire la différence entre un réacteur nucléaire et un moteur nucléaire fusée. Parce que ça peut porter à confusion, mais les deux ne fonctionnent pas de la même manière, il faut surtout pas les confondre. Donc je vais faire ça maintenant. Un réacteur nucléaire, c'est concrètement un gigantesque amas d'uranium qui a ainsi, le comburant c'est l'uranium, qui est ainsi plongé à l'intérieur d'une piscine géante et qui est ainsi bombardé d'électrons. Et en étant bombardé d'électrons, cela va dégager une énergie. Et ainsi cette énergie va en effet servir à faire tourner une turbine qui servira à fabriquer de l'électricité. Cependant, avec un moteur nucléaire, c'est un tout petit peu différent, mais c'est pas très différent quand même. Ça se rapproche un tout petit peu de ce qu'on fait dans les centrales nucléaires, mais pas trop. Cependant, l'uranium ne peut pas être mélangé à l'oxygène et ainsi créer une poussée. Ça ne marche pas du tout comme ça, l'uranium n'en est pas capable. Mais cependant, ce qu'on peut faire, c'est que vu qu'on sait que l'uranium peut être un très bon carburant, un très bon comburant pour être ainsi associé à une bombe, en effet, sachez que Hiroshima et Nagasaki c'était déjà très puissant, ils se sont dit que vu que ça produit des ondes de choc et que cela peut en effet propulser des objets extrêmement loin, ils se sont dit que pourquoi pas en effet utiliser ces explosions-là pour propulser le vaisseau. Et ainsi, le but du moteur c'est qu'à la sortie de tuyère, on a fait des petites explosions successives et qu'ainsi ces petites explosions successives finissent par projeter le vaisseau à des centaines voire des milliers de kilomètres/heure. En plus, en utilisant de l'uranium, ça apporte deux avantages. Premier avantage, c'est que, en effet, comme dans les centrales nucléaires, et c'est notamment aussi pour ça que on veut toujours se battre pour en effet savoir si on garde le nucléaire ou si on le garde pas, c'est que le nucléaire, avec une petite quantité de quelques grammes ou quelques kilos tout au plus, du côté d'une bombe, ça peut créer une gigantesque explosion. Avec une centrale nucléaire, ça peut produire beaucoup d'électricité. Donc c'est pour ça notamment que le nucléaire, au début des années 50 et jusqu'aux années 55-60, c'était devenu très très intéressant. Parce que justement avec une petite quantité, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, avec la propulsion nucléaire, ça apporte le dernier avantage que je vais vous montrer, c'est en effet que le projet est peu cher. Quand je vous dis qu'il est peu cher, c'est qu'il l'est vraiment. Si on compare le budget de Apollo avec celui du projet Orion,
Apollo monte vers les 1 million de dollars. Et aussi, le projet Orion, lui, ne va coûter que 60 000 dollars. Ça fait quand même une gigantesque différence. Habituellement, encore aujourd'hui, les projets sont relativement énormément chers. Surtout que cette différence de prix s'explique aussi grâce en effet à l'utilisation de l'uranium, ce qui engendre moins de coûts budgétaires parce qu'on n'a pas besoin en effet d'emporter des tonnes de carburant et aussi donc il y a moins d'argent à dépenser et donc c'est plus économique. Cependant, avec tous ces avantages, il y a quand même quelques inconvénients à tout ça parce que en effet, on utilise du nucléaire et le nucléaire c'est très radioactif et surtout que si on devait créer des petites explosions successives, c'est comme si on faisait plusieurs explosions de Hiroshima, 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 Hiroshima. Vous comprenez déjà que Hiroshima c'est déjà très puissant, mais alors si on fait successivement, ça va pas non plus. Mais cependant, un autre inconvénient, c'est qu'aussi il peut y avoir aussi des radiations qui peuvent s'échapper du vaisseau. Et donc, en soi, un peu pourrir l'atmosphère et aussi les plantes et les sols. Et aussi les animaux et les humains. Vous pouvez toujours en effet prendre l'exemple de Tchernobyl ou de Fukushima. Ces deux cas de figure sont en effet très intéressants, mais c'est aussi les meilleurs exemples. Puisque, en effet, regardez à peu près les dégâts que ça a causé. En effet, chez Fukushima, il y a en effet un gigantesque nuage qui s'est en effet dissipé et qui est même allé jusqu'aux États-Unis. Et en effet, avec notamment les eaux qui ont été polluées, notamment à cause de l'explosion du réacteur. Et Tchernobyl, en effet, ça a été juste un gros bordel. Finalement, après avoir en effet participé au projet Manhattan, Stanislav Ulam finira en effet par quitter le projet et finira par se tourner vers l'entreprise General Dynamics qui a créé une sous-entreprise General Atomics, dont le but est en effet de concevoir des technologies nucléaires, mais cette fois-ci non pas militaires, mais civiles. Et ainsi, vu que la NASA est techniquement civile, en effet, il va commencer à proposer ses travaux. Notamment, il va faire la rencontre de deux personnes, Theodore Tyler et Freeman Dyson. Ça n'a rien à voir avec l'aspirateur. Bref. Et donc, les trois en effet vont se rencontrer, ils vont en effet présenter les projets de l'un et l'autre, et en effet vont en effet se mettre à s'accorder pour en effet concevoir un unique vol interplanétaire à destination de Mars en 65 et Saturne en 70. Et donc, en 1956, la conception du vaisseau débute. Et là encore, la conception est également un peu différente de la conception qu'on fait avec notamment une fusée classique, navette spatiale ou fusée. Que les deux ou pas, la conception est totalement différente. Dans le cas d'une fusée, il faut en effet des matériaux légers puisque la fusée elle apporte de l'hydrogène et de l'oxygène. Des matériaux qui sont tout de même très légers, mais il faut surtout que la fusée soit encore plus légère pour qu'elle se détache du sol et ainsi aille dans l'espace. Et ainsi, il faut utiliser des matériaux très très légers comme du carbone ou encore d'autres matériaux, de l'aluminium, etc. Or, avec le nucléaire, étrangement et paradoxalement, plus la charge et surtout plus les matériaux sont lourds, mieux c'est. Et donc, les trois vont carrément aller demander et voir si c'est possible en effet qu'un chantier naval, ils sont quand même arrivés là, pour leur prêter l'acier, de l'acier vraiment très très lourd, pour faire l'enveloppe corporelle du vaisseau. Et ainsi, c'est également à la même période que la conception des moteurs, des systèmes d'informatique, etc. va avoir lieu. Et finalement, le vaisseau va commencer à prendre forme. Et il va avoir en effet un diamètre de 40 mètres pour 80 mètres de hauteur. Malgré tout ce que j'ai pu vous dire, le projet va en effet rencontrer ses tout premiers problèmes financiers. Et à partir de ce moment-là aussi, les trois en auront aussi besoin d'argent et également l'aide du gouvernement. Et ainsi les trois vont en effet se tourner vers l'entreprise ARPA, qui en effet à l'origine à la base du web et d'internet. Surtout qu'à la base ça devait être militaire. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'en effet, le projet va en effet se nommer Orion. Mais cependant, c'est toujours insuffisant. Et donc, Tyler et Dyson vont en effet se tourner vers l'US Air Force, qui est grosso modo la branche aérienne des armées militaires des États-Unis. Une maquette fut présentée à John Ford Kennedy, qui était à l'époque le président des États-Unis, mais cependant, lors de la présentation, il ne fut pas tellement intéressé, ça ne l'intéressait pas vraiment, et donc il n'apportera pas l'aide au projet, que ce soit gouvernemental ou politique. Tyler ne baisse pas les bras et il finit par prendre contact avec le centre spatial de vol Marshall, dont se trouve notamment un certain Wernher von Braun qui commençait justement à concevoir la fusée Saturne V.
En effet, Wernher von Braun fut en effet très convaincu du projet et finira même par avoir l'idée de mettre sous le vaisseau Orion les 2 premiers étages de la Saturn V, à savoir le S1C et le S2, puisqu'en effet, Orion, et heureusement d'ailleurs, Orion, le diamètre de la fusée est presque équivalent au diamètre des 2 premiers étages de la fusée Saturne V. Et donc, en effet, les 2 premiers étages sont censés propulser le vaisseau jusqu'en orbite basse et qu'ensuite le moteur puisse en effet après propulser de lui-même le vaisseau. Mais finalement, c'est sans compter la direction de la NASA qui sont pas très vraiment convaincus du projet et finiront en effet par le décliner. Et donc, ils refusent. Finalement, le coup de grâce arrive le 5 août 1963 avec le traité d'interdiction d'essais partiels d'engins nucléaires. Ce traité stimule concrètement que, en effet, plus aucune charge nucléaire, qu'elle soit envoyée par une fusée ou par avion, soit en effet interdite dans l'espace, mais aussi dans l'atmosphère. Et donc les essais nucléaires atmosphériques cesseront petit à petit, et bien sûr le projet ne peut être que abandonné. Et finalement il le sera en 1963. Finalement les industries spatiales vont en effet plutôt se cantonner aux moteurs à propergol et vont laisser tomber l'idée d'une fusée propulsée par des moteurs nucléaires. Et donc voilà, c'est donc la fin d'un très beau projet, très prometteur, qui permettrait de faire beaucoup de prouesses, mais qui finalement fut enterré juste par le signement juste d'un traité sur papier. Dans tous les cas, c'est la fin de l'histoire du projet Orion. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme.